Mesdames, Messieurs, chers collègues et cher Maxime surtout, bonjour. Je suis heureux de vous présenter la médecine narrative. Vous verrez dans mon exposé, je parlerai tantôt en mon nom, mais aussi beaucoup au nom de Rita Charon, qui est la créatrice de la médecine narrative. Et je l'ai intitulé, je vous en dirai un mot dans quelques secondes, Un retour vers le futur, qui d'ailleurs est en cohérence avec ce que M. le maire vient de me dire. Voilà. Donc Rita Charon, vous savez, si vous êtes renseignés, vous avez tous vu qu'elle a écrit un livre en 2006, qui est son livre Princeps, qui s'appelle Honoring the Stories of Illness, et tout est dans le mot honoring, c'est-à-dire rendre hommage, c'est pas seulement écouter, mais rendre hommage aux histoires de la maladie. Alors, le docteur Charon est professeur de médecine interne à Columbia, mais elle a aussi un doctorat de littérature qu'elle a fait surtout avec Henry James. Mais j'ajoute qu'elle a un père médecin généraliste, et là ça va nous ramener au titre de mon intervention. Un jour, je la rencontrais à son domicile avec quelques collègues. Avec émotion, elle m'a sorti les notes de son papa, qui était donc médecin généraliste. Et son premier mot était de me dire: si aujourd'hui mon père voyait que j'enseigne la médecine narrative, il considérerait que je suis folle. Et effectivement, quand on se replace quelques décennies en arrière, et pas si loin que ça, la médecine en réalité était seulement une médecine qui était capable d'apporter des traitements symptomatiques, mais qui ne changeait pas grand-chose, si vous voulez, au devenir des patients. Et le rôle principal du médecin, c'était l'écoute et l'accompagnement. Alors à cette époque-là, enseigner la médecine narrative n'aurait eu aucun sens, c'était la base du métier. J'ajoute, pour ceux qui se sont déjà un peu intéressés à la médecine narrative et qui en ont parlé autour d'eux, moi ça m'est souvent arrivé, on dit: mais comment, quand vous expliquez que la médecine narrative c'est apprendre aux étudiants à écouter le patient, et les gens sont ébahis, comment? Qu'est-ce que ça a de nouveau? Il faut vraiment apprendre aux étudiants à écouter le patient? La plupart des gens ne comprennent pas. Alors, avant de découvrir la médecine narrative, en fait, Rita Charon a enseigné pendant des années ce qui en France arrive aujourd'hui, mais en Amérique du Nord ça existe depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire la littérature et la médecine. Alors, s'il fallait prendre une ou deux phrases clés, les patients se présentent à vous comme des textes. Alors ça, c'est le côté un peu technique, si vous voulez, c'est-à-dire que l'analyse d'un texte, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la narratologie. Donc, soit un texte, un poème, une pièce de théâtre, même un scénario de film, etc. Et donc, dans cette représentation, vous voyez que le stéthoscope, en fait, c'est une oreille, et c'est ce que les psychiatres appellent la troisième oreille. Mais il y a aussi, non pas l'injection d'un fluide, mais vous voyez un crayon qui est figuré. Et ça, si vous voulez, Pennebaker, c'est pas un médecin, c'est un psychologue qui a montré que le fait de raconter une histoire avait des bénéfices en termes de santé. Et pour le montrer, il s'est appuyé, pas sur des patients, mais sur des étudiants en médecine, auxquels il a fait écrire pour un groupe des récits assez simples sur qu'est-ce qu'ils avaient fait le dernier week-end, des choses comme ça. Et l'autre groupe, des choses émotivement plus fortes, où il devait en 10 minutes, 3 jours de suite, je crois, écrire des choses. Et ce que ce psychologue a montré, c'est qu'à distance, eh bien, le groupe des étudiants qui avaient fait une écriture intense, eh bien, ils avaient moins de recours à la médecine préventive et de meilleurs résultats à l'examen. Alors, je ne vais pas vous, comme j'imagine la majorité des médecins d'entre vous, je ne vais pas vous infliger une description détaillée de l'acte médical, mais je prends cette présentation pour vous montrer comment se situe la médecine narrative par rapport à ce qui existe déjà. Bon, qu'il y ait une pression économique, ce n'est pas nouveau, que le temps passé avec les patients diminue. Donc presque à chaque fois qu'on parle de médecine narrative, on cite cette étude qui est parue en 1984 avec des médecins généralistes qu'on a enregistrés pendant leur première consultation. Et on s'est aperçu qu'ils leur coupaient la parole au bout de 18 secondes, laissant peu de temps à une première consultation. Laissant donc peu de temps, si vous voulez, au patient pour s'exprimer. Ce qui est dommage, parce que cette étude montre aussi que quand on laisse le patient raconter, dire ce qu'il a à dire,
enfin, sauf pour les patients diffluents, en une minute et demie, le patient vous a dit ce qu'il avait envie de faire. Que les soins soient pressés, impersonnels, je n'insiste pas. La conséquence de tout ça, eh bien, c'est que... Oui, la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a une inflation des examens de laboratoire à l'imagerie, ça on le sait tous. Les facteurs de risque sociaux, bon, les cliniciens savent l'importance des événements de vie, du réseau social, etc. Mais en fait, recueillir cette information prend du temps, et dans le contexte actuel, c'est souvent négligé. Enfin, le résultat, c'est que la compliance ou l'adhérence au traitement, un patient qui se sent peu écouté, qui n'a pas l'impression vraiment d'exister, eh bien, il aura tendance à négliger l'ordonnance et éventuellement à ne pas revenir à des consultations. Bon, dans cette présentation, il n'y a rien de très original, mais comment le système de santé a-t-il réagi? D'abord, il a mis en place des protocoles de routine, voire d'analyse de décision, pour, disons, ne pas rater l'information importante. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les soins centrés sur le patient, la communication médicale, et j'ai mis en pointillé littérature et médecine, puisque, comme je vous l'ai dit, en France, c'est relativement récent, alors qu'en Amérique du Nord, c'était utilisé dans l'enseignement depuis fort longtemps. En fait, ce sont deux approches, l'une scientifique, l'autre humaniste. Et puis, au milieu de tout ça, est apparue l'éducation thérapeutique, qui emprunte aux deux approches. Son seul défaut, enfin, du point de vue de la médecine narrative, c'est qu'il n'est mis en place que pour des maladies chroniques, essentiellement le diabète, la bronchite chronique, etc. Et il y a tout un tas d'autres pathologies pour lesquelles l'éducation thérapeutique n'existe pas. Et c'est là, si vous voulez, où la médecine narrative a occupé un créneau, si je puis dire, c'est-à-dire en s'adressant non pas aux maladies chroniques, mais à toute la pathologie, c'est donc de considérer que le patient qui s'adresse à vous, même à 5 h du matin aux urgences, eh bien, il a une histoire à vous raconter et qu'il y a un texte à analyser. Et autrement dit, ce que nous appelons l'interrogatoire, eh bien, les antécédents, etc., eh bien, en fait, le patient vous raconte une histoire. Donc ça peut être pris comme des faits simplement, ça peut être pris aussi comme une histoire. Alors, la définition de la médecine narrative, ceux qui sont allés sur Internet ont dû la repérer, évidemment. La compétence narrative, c'est la capacité de reconnaître, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire c'est pas seulement des signes. Un patient, même aux urgences à 3 h du matin, il vous raconte une histoire. Être capable de l'absorber, c'est-à-dire c'est aller à l'encontre de ce qu'on appelle cette fameuse distance professionnelle. Effectivement, il y a un juste milieu à trouver, on en parlera, entre l'empathie, qui est plutôt une démarche intellectuelle, et la sympathie, qui est une démarche affective, qu'il faut éviter, parce que là, le clinicien se met en danger. Donc il y a un juste milieu qui est cette capacité d'absorber cette histoire. Ensuite, l'interpréter, parce qu'au moment où l'histoire vous est livrée, vous avez en fait, elle peut avoir plusieurs significations, et sur le moment, la plupart du temps, vous n'êtes pas capable de savoir laquelle interprétation est correcte. Donc la compétence narrative, c'est être capable, si vous voulez, de la mémoriser, de la garder en mémoire, de la garder utilisable pour une consultation suivante, où là, ça vous éclairera et permettra de prendre une meilleure décision. Et enfin, être ému, ça c'est l'empathie, je n'insiste pas. Alors, les origines de la médecine narrative, par rapport à la littérature et médecine, qui donc, je répète, commence à avoir ses titres de noblesse en France, c'est un peu le cousin clinique, c'est-à-dire dans tout ce qui est littéraire, on introduit de la clinique, et inversement, par rapport aux soins centrés sur le patient, c'est son cousin littéraire, c'est-à-dire que justement, c'est ce que je vous disais, que Rita Charon, ayant travaillé pendant plusieurs décennies dans la littérature et la médecine, a très vite établi un pont entre l'acte pour un lecteur de lire un écrivain et l'acte pour un médecin d'écouter son patient, c'est-à-dire de rentrer dans son monde comme le lecteur rentre dans le monde de l'écrivain. Bon, évidemment, Rita Charon a une certaine ambition. Mon hypothèse, ce qui manque aujourd'hui à la médecine en termes de singularité, d'humilité, de transparence, peut être apporté par une formation à la compétence narrative. Alors en pratique, ça c'est dans, je vous donne en référence enfin, c'est dans un article du New England de 1984. La phrase d'accroche, c'est de dire, pour une première consultation, c'est « Je dois en savoir autant que possible sur votre santé. Pourriez-vous me dire tout ce que je dois savoir, selon vous, sur votre situation ?» Donc j'ai mis en gras « selon vous » parce que c'est pas
qu'est-ce que je dois savoir pour moi, mais de votre point de vue, et non pas sur votre maladie, mais sur votre situation. Bon, et décidément. Et en principe, pendant une demi-heure, pas une question, pas une note sans dossier, et on laisse un peu son ordinateur de côté. Ensuite, il y a ce que Rita Sharon appelle le parallel chart, c'est-à-dire la prise de notes perso, on dirait, dans le dossier, enfin, mais qui n'apparaissent pas dans le dossier officiel, et qui sont utilisées, si vous voulez, à une consultation, enfin, auquel le clinicien fait référence à une consultation ultérieure. Ce qui généralement étonne le patient, et donc ça permet aussi de valider l'histoire de la maladie, et ça permet surtout de renforcer l'alliance thérapeutique. Alors, l'enseignement à Columbia pour les étudiants en médecine, donc c'est 6 séances obligatoires depuis 1989. Donc sur des groupes de 5 étudiants, ça se passe à l'hôpital, qui rédigent et lisent une page un patient, une fois par semaine. Et alors, ce qui est important, c'est que le modérateur, c'est un médecin senior, c'est pas un chef l'équivalent de chef de clinique, c'est un médecin senior, qui est formé à l'analyse de texte, pardon pour monsieur le maire, pas au psychodrame, qui rend hommage au texte, et là c'est ça la narratologie, c'est-à-dire la structure, l'analyse de la structure, de la forme, de la temporalité, de l'intrigue, et puis du désir sous-jacent au texte. Et ensuite, depuis 2006, 2 à 3 fois par an, il y a ce qu'on appelle les narrative medicine workshops, donc des ateliers de 3 jours, où il y a des exposés bien sûr, mais surtout des ateliers d'écriture, qui sont conditionnés évidemment pour me former, et ça fonctionne très bien, et ça fonctionne encore aujourd'hui. Enfin, et là ça a été 3 ans plus tard, en 2009, il y a donc un Master of Science in Narrative Medicine, et je m'aperçois que j'ai laissé le séminaire, ça n'a rien à voir, pardonnez cette erreur. Alors, à Paris-Descartes, très rapidement, puisque je vais vous en reparler demain, simplement, je ne vais pas parler des cours, mais simplement des consignes d'écriture. D'ailleurs, ça, c'est celles qu'on a mis en place, qu'on a utilisées à Paris-Descartes, qui sont pour les 4 premières, celles de Columbia. Et j'ai observé avec intérêt que, comme j'ai évidemment des collègues qui sont lieux, pendant des années, ce sont été les mêmes consignes d'écriture qui ont été utilisées par Columbia. Ça a été le fruit d'une réflexion avec des psychiatres, des philosophes, etc. Une réflexion pendant quand même quelques années. Alors, juste pour vous donner un peu le fonctionnement de ces ateliers d'écriture, ça dure 1h30. Il y a une consigne d'écriture et les étudiants doivent écrire en gros pendant une dizaine de minutes. Et après, il y a une lecture à voix haute de ce qu'ils ont écrit et une discussion autour de celle-ci. Le premier, c'est l'histoire de votre nom. Les étudiants sont plutôt étonnés. Le deuxième, l'histoire de l'expérience personnelle ou familiale de la maladie. Les étudiants sont moins surpris, mais trouvent que c'est quand même un petit peu intrusif. Ça peut être intrusif. Par contre, le troisième, l'histoire de l'expérience personnelle d'une relation médecin-malade. Ça peut être avec un de ses patients. On discute avec un de ses patients, ou ce qu'il a observé avec, je ne sais pas, une infirmière, un chef de clinique, que sais-je. Et enfin, le dernier, c'est l'histoire de la maladie d'un patient racontée par le patient. Alors là, les étudiants sont tout à fait convaincus de l'intérêt de cette consigne, mais ils reconnaissent que c'est extrêmement difficile, d'où justement l'intérêt de cet enseignement. Donc, je ne parle pas du dernier. Alors, un interniste plaide pour l'importance de l'écriture. Alors là, je cite encore une phrase de Rita Sharon. J'écris beaucoup plus sur mes patients que je ne l'avais jamais fait, ce qui confirme que l'écriture révèle des choses que nous savions sans savoir qu'on les savait. Donc, ça peut paraître un peu paradoxal, mais ceux d'entre vous qui ont une expérience de l'écriture intime, soit du journal, des lettres, etc., s'aperçoivent fréquemment qu'on se retrouve dans la situation où on a écrit quelque chose, on en est le premier surpris, ce qui prouve que si on l'a écrit, c'est comme vous le savez, mais en fait, on ne savait pas qu'on le savait. Et donc,
Alors, j'insiste, si vous voulez, parce que par rapport, on a eu une expérience d'ailleurs à Paris Descartes avec des groupes Balint, où là c'est la parole. Rita Sharon, évidemment, défend ardemment l'écriture par rapport à l'oral. Ça dépend des situations, bien entendu, que, ayant distingué psychanalyste au premier rang, je ne vais pas dire que la parole n'a aucun intérêt. Enfin, en situation, disons, où il n'y a pas de pathologie, la force de l'écriture est assez limitée. Maintenant, j'encourage explicitement mes patients à écrire pendant leur suivi et leur prise en charge. Alors là, chère Maxime, tu as été au-delà de la recommandation de Rita Sharon, puisque elle encourage certains patients. Toi, tu l'as fait de façon systématique, et j'en profite pour te redire publiquement ce que je t'ai déjà dit. Demain, je vous parlerai de l'expérience qu'a eu l'enseignement où on a recruté des médecins d'assistance publique. Il y avait des séminaires de formation en médecine narrative. Je n'ai pratiquement jamais eu un chirurgien qui s'inscrive à ces... Et on a quand même 200 ou 300 médecins de la paix qui se sont formés en médecine narrative. Donc pour moi, tu es en France le premier chirurgien qui s'y est mis, si je puis dire, et tu n'as pas fait les choses à moitié, puisque ce n'est pas pour quelques patients, c'est pour tous les patients. Alors vraiment, chapeau, je pourrais pas ce que je t'ai déjà dit il y a 2 ans. Voilà. Alors, je vous ai mis juste 2 références. La première, 2001, c'est la première fois où Rita Sharon parle de médecine narrative. Le New England de 2004, il y a une valeur historique maintenant, mais c'est là que vous retrouverez la consigne. Vous devez, qu'est-ce qui est selon vous important, etc. C'est là-dedans que Rita Sharon commence à expliquer. Bon, ensuite, je vous l'ai déjà dit, elle a publié son livre en 2006, son livre Princeps. Et il y en a un deuxième qui a été écrit 11 ans après. N'étant pas interdit, je ne le savais pas, mais en fait c'est un copier-coller de Principle and Practice of Internal Medicine, qui est un livre, je pense que c'est un américain a écrit ça. Donc c'est vraiment le livre là qui est un livre collaboratif. Vous avez à peu près tout à cette époque qu'elle a pu faire en médecine narrative. Je vous remercie pour votre attention. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Nibucpo, commentaire. Bon, il y a une question, je pense. Hein. Je vais passer le micro et après je ferai des commentaires. Bonjour, Jean-Marc Catherine, je suis chirurgien. J'aime vous écouter, je vous ai déjà écouté à l'Académie de chirurgie. Je vous écouterai encore parce qu'à chaque fois j'apprends des choses nouvelles. À vous écouter, une question m'est venue. En médecine narrative, les patients doivent-ils garder leurs secrets? J'ai pas de position de principe sur la question. Par contre, j'ai une expérience, c'est-à-dire que ce qui m'a conduit à la médecine narrative, parce que, un peu comme Maxime, j'ai découvert que je faisais de la médecine narrative sans savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire que j'ai eu un projet de recherche dans lequel je faisais des récits de vie, c'est-à-dire j'enregistre un projet de recherche, je suis médecin de santé publique et épidémiologiste de formation. Donc dans un cadre épidémiologique, je faisais des entrevues, des entretiens non directifs de patients pour qu'ils me racontent leur vie, et pour simple, enfin c'était très méthodo, hein, pour voir si les récits de vie, avec construction de diagrammes de vie et de récits biographiques qui étaient proposés aux patients, est-ce que c'était plus fiable que les questionnaires habituels qu'on administre, si vous voulez, pour recueillir les événements de vie. Bon, dans ce cadre-là, si vous voulez, j'ai fait donc enregistrer un grand nombre de récits de patients, enfin un grand nombre, une trentaine, qui m'a fait découvrir par hasard la médecine narrative. Et puis après, mais pour répondre à votre question, dans ce protocole de recherche, qui était donc validé avec une lettre d'information de consentement, enfin, on était dans le flou, c'était pas sauvage hein, comme travail, je disais aux patients, vous commencez le jour de votre naissance et vous déroulez le fil de votre vie, et ça se déroulait en général sur 2, 3, 4 entretiens, entre 1 heure ou 2, c'était le patient qui décidait.
Et il y avait évidemment la question de la confidentialité et du secret. Alors ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est que je laissais au patient la possibilité, une fois que son récit biographique et son diagramme de vie avaient été établis, de dire, comme moi je le restituais ensuite au clinicien qui m'avait adressé ce patient, si vous voulez masquer certains événements, soit parce que vous ne voulez pas le dire délibérément, soit, ce qui est arrivé quelquefois, je n'ai pas envie que ça apparaisse, mais je le dirai oralement, enfin, je raconterai oralement à mon médecin. Dans la pratique, si vous voulez, sur 30 patients, ça a dû m'arriver une fois qu'une patiente me dise « Écoutez, je vais vous raconter, mais j'ai envie d'éteindre l'enregistrement ». Et une autre fois, un patient qui n'a pas voulu que les choses soient dites, si vous voulez, mais la plupart du temps, ceux qui en fait voulaient que ce soit masqué, le racontaient de fait ensuite à leur médecin. Donc vous voyez, je suis incapable de vous dire, j'aurais tendance à dire que, enfin si, ce que j'ai observé par contre, c'est que ça m'est arrivé une fois, c'est qu'il y a des patients qui, avant leur récit de vie, délibérément, sciemment, étaient décidés à ne pas dire un événement important, et qui, à la dernière minute, mais ça je crois tous les cliniciens le connaissent, au moment où vous allez vous dire au revoir, dire « Ah, je voulais absolument vous dire ». Et donc ce patient, si vous voulez, c'était quelque chose d'assez lourd, m'a dit « Non, il faut que je vous le dise ». On avait passé ensemble, je ne sais pas, 3-4 heures, si vous voulez, et dans sa logique, si vous voulez, ça aurait été invraisemblable de tricher. Et j'ajoute, si vous voulez, que par rapport à l'interrogatoire, enfin aux consultations habituelles, où les choses se déroulent à partir d'un interrogatoire centré sur la pathologie essentiellement, lorsqu'on fait des récits de vie chronologiques, eh bien, malgré soi, si vous voulez, on est entraîné à dire les choses beaucoup plus naturellement. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Est-ce que toi qui es le pionnier de la médecine narrative en France, et je tiens à ce qu'on le dise tout au long des 2 jours, qu'un médecin qui ne fait pas de la médecine narrative n'est pas forcément un mauvais médecin. Voilà. Et pour ne pas donner des leçons de morale aux autres, que c'est un médecin augmenté, mais ce n'est pas forcément un mauvais médecin. Est-ce que tu peux tenir sur une discussion? J'y reviendrai demain à propos de l'enseignement, mais en gros, ce que je peux dire, c'est que vous verrez qu'à Paris Descartes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place la médecine narrative pour 400 étudiants par an. Et en gros, il y en a 10 à 20% qui n'avaient aucun besoin de cet enseignement, parce que ce soit par leur qualité personnelle, par leur milieu familial, par leur éducation, leur lecture, ils ont tout compris, et ça ne leur apprendra strictement rien. Alors ils étaient ravis de le faire, et c'est eux qui étaient enthousiastes, mais je suis intimement persuadé qu'on ne leur a rien apporté d'un point de vue pratique. Il y en a, je dirais, 10% qui de toute façon sont rétifs, et on a beau enseigner quoi que ce soit, faire des écritures, il y en a quelques-uns peut-être qui sont récupérables, mais ce n'est pas la majorité. Par contre, ce qui justifie, si vous voulez, et là je sais pas, je suis embarrassé de parler de bons ou de mauvais médecins, mais enfin en tout cas pour en faire de meilleurs médecins, il y en a dans l'intervalle, les 70 à 80%, qui n'ont aucune idée, qui sont en fait bien marqués par ce qu'on nous enseigne, c'est-à-dire la distance professionnelle. Et qui, ceux-là, je pense qu'il y a un vrai bénéfice. Et ceux-là, je ne sais pas s'ils seront de meilleurs médecins, mais en tout cas, ils écouteront mieux leurs patients, et leurs patients seront plus dans l'alliance thérapeutique. Il y a une question encore. Peut-être on peut en prendre 2 encore. Oui. Non, une, la dernière. Vous n'abordez la médecine narrative que dans le colloque singulier médecin-patient. Est-ce que je pense que l'infirmière a tout à fait sa place? Et quelle est la notion qui pourrait d'équipe et la place de l'infirmière dans ce récit de vie ou la médecine narrative? Et comment on peut travailler la médecine narrative au sein d'une équipe? Je vais répondre rapidement, mais un peu par une pirouette, puisqu'il y a Christian Lorenzo qui est présent et qui vous parlera du chiffre de Créteil, où là, l'hôpital narratif est au cœur, enfin, c'est la réponse à votre question. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que les ateliers d'écriture, qui s'appellent forcément médecine narrative à l'époque, ont été utilisés, mis en œuvre dans les écoles d'infirmières bien avant les écoles de médecine.
Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'opposition. Enfin, tout ce que je dis entre la relation médecin-malade, c'est... Mais je vous dis, je pense que Christian Lorenzo vous répondra plus complètement à votre question.